Le cri déchira la nuit comme un couteau rouillé dans la chair tendre d'un enfant. « Sortez d'ici. Monstre! Vous n'êtes plus mon fils, hurla le père. Sa voix écorchée par la rage. Les veines saillantes sur son cou comme des cordes prêtes à rompre. Martin, 10 ans à peine, recula contre le mur froid de la cuisine. Ses yeux verts écarquillés. Un filet de larmes chaudes traçant des sillons sur ses joues pâles. Tandis que sa mère, figée dans l'ombre, serrait son tablier contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. C'était une soirée d'automne à Paris. Dans un appartement haussmannien du Marais, où l'air embaumait encore le pain frais et les secrets enfouis. Martin avait été surpris. Ce soir-là, en train de dessiner dans son cahier d'écolier, non pas des voitures ou des châteaux forts, mais deux garçons se tenant la main sous un ciel étoilé. Leurs lèvres effleurées par un baiser timide. Son père, rentrant plus tôt d'une réunion au bureau, avait arraché les pages. Les avait déchirées en lambeaux qui voltigeaient comme des confettis maudits. « Qu'est-ce que c'est que cette abomination » avait-il rugi. Son visage congestionné. Les poings serrés comme s'il voulait frapper l'air lui-même. La mère, Élise, avait murmuré un Pierre. Non, mais sa voix s'était brisée. Avalée par le silence complice de la peur. Martin n'avait pas compris. Pas vraiment. À 10 ans. L'amour était un mot vague. Un papillon qu'on effleure du doigt sans le blesser. Il avait vu ces garçons dans un film italien passé à la télévision. Tard le soir quand ses parents dormaient. Et cela avait éveillé en lui une chaleur douce. Un secret qu'il gardait comme un trésor. Mais ce soir-là, ce trésor devint une malédiction. Son père le traîna par le bras jusqu'à la porte d'entrée. Le sac à dos jeté à la volée. Contenant juste un pull trop grand et son ours en peluche usé. Le seul compagnon fidèle de ses nuits solitaires. Tu n'es pas des nôtres. Va-t'en. Et ne reviens jamais. Les mots s'abattirent comme une sentence biblique. Et la porte claqua avec un bruit sourd qui résonna dans les os de l'enfant. Dehors. La rue était un labyrinthe de pavés humides. Éclairé par les halos orangés des réverbères. Paris. Ville des Lumières. Se muait en un gouffre noir pour Martin. Il tituba. Les épaules secouées de sanglots. Serrant son sac contre lui comme un radeau dans la tempête. Les passants. Rares à cette heure. Le contournaient sans un regard un gamin perdu. Un de plus dans cette métropole indifférente. Il marcha sans but. Les pieds engourdis par le froid qui montait du sol. Jusqu'à ce que ses jambes refusent d'avancer. Il s'effondra sur un banc près du pont des Arts. Face à la Seine qui murmurait ses secrets indifférents. Les eaux sombres reflétant les ponts comme des cicatrices. C'est là que Claire apparut. Silhouette fantomatique dans la brume automnale. Elle avait 60 ans passés. Les cheveux grisonnants noués en un chignon négligé. Un manteau usé aux épaules voûté par les ans. Nounou de profession. Elle rentrait d'une veillée chez une famille bourgeoise du 7e arrondissement. Où elle avait bercé des enfants gâtés jusqu'à l'aube. Son regard, perçant sous des lunettes aux verres épais, accrocha immédiatement la forme recroquevillée du garçon. « Mon petit. Qu'est-ce qui t'arrive » murmura-t-elle d'une voix rauque. Imprégnée de l'accent provençal qui trahissait ses origines marseillaises. Sans attendre de réponse. Elle s'assit à ses côtés. Enveloppant ses épaules d'un châle tricoté de ses mains calleuses. Martin leva les yeux. Et dans ce regard d'enfant brisé, Claire vit le reflet de ses propres blessures enfouies. Elle avait perdu un fils. Autrefois. Emporté par une maladie cruelle à l'âge de 12 ans. Et depuis. Elle portait en elle un vide que seul le soin des autres pouvait combler. « Viens. Mon cœur, dit-elle doucement. L'aidant à se lever. On ne laisse pas un enfant seul dans la nuit. Elle l'emmena chez elle.
Un petit appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble délabré près de la Bastille, où les murs suintaient d'humidité et les meubles portaient les marques d'une vie frugale. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse et de mensonges pieux. Claire déclara Martin comme un neveu éloigné, orphelin d'un accident imaginaire. Et les services sociaux, débordés, fermèrent les yeux sur les incohérences. Elle l'inscrivit à l'école du quartier. Lui prépara des repas chauds, des ratatouilles fumantes et des tartes aux pommes dorées au four. Et la nuit, quand les cauchemars le réveillaient en sursaut, elle le berçait comme un nourrisson, murmurant des comptines provençales qui apaisaient les tempêtes intérieures. Martin. Ce petit être aux boucles brunes et aux yeux d'un vert profond comme la Méditerranée, apprit vite à naviguer dans ce nouveau monde. Claire devint sa mère de substitution, sa confidente, son ancre. Elle lui raconta des histoires de son enfance à Marseille, des porcs grouillants de marins aux fêtes de la Vierge au laurier. Et il lui confia, un soir pluvieux, le secret de ses dessins. J'aime les garçons. Claire. Comme dans mes cahiers. Elle posa une main sur la sienne, sans un frisson de jugement. L'amour, mon petit, n'a pas de genre. C'est une fleur qui pousse où elle veut. Et il faut la laisser s'épanouir. Les années passèrent comme les saisons parisiennes, imprévisibles et mélancoliques. Martin grandit, ses membres s'allongeant en une silhouette élancée, son visage d'enfant se muant en traits anguleux d'adolescent. À l'école, il excellait en arts plastiques et en littérature, dévorant Balzac et Proust avec une voracité qui le transportait loin des moqueries des camarades. Car les murmures arrivaient. Bien sûr, le petit orphelin bizarre. Celui qui dessine des trucs de tapette. Mais Claire l'armurait de sa tendresse farouche. Le monde est cruel, Martin. Mais toi, tu seras plus fort. Tu seras une lumière. À 16 ans, il découvrit le théâtre. Un après-midi, errant dans les ruelles du quartier latin, il s'arrêta devant l'affiche d'une pièce off, Les Enfants du Paradis, revisitée par une troupe d'amateurs. Il entra. Billet en poche gagné à la sueur d'un petit job de serveur. Et là, sous les projecteurs crus d'une salle enfumée, il fut transfiguré. Les acteurs, ces êtres qui incarnaient les fantômes des âmes blessées, lui renvoyaient son propre reflet. Il se mit à écrire des monologues, à répéter devant le miroir fêlé de la salle de bain de Claire, sa voix passant du murmure au cri, libérant les chaînes invisibles de son passé. Claire l'encouragea, l'inscrivit à des ateliers gratuits à la Comédie Française, où il apprit les rudiments du métier, la diction fluide, le geste mesuré, l'art de faire saigner le cœur sans une goutte de sang. Tu as une âme d'artiste, mon fils, lui disait-elle, les yeux brillants. Et Martin, pour la première fois, se sentit entier. Mais au fond de lui, la plaie originelle suintait encore, l'abandon. Ce vide hurlant qui le poussait à chercher l'amour comme un affamé cherche le pain. C'est ainsi que, à 18 ans, lors d'une représentation scolaire d'Antigone, il croisa le regard de Lucas pour la première fois. Lucas, 20 ans, étudiant en dramaturgie à la Sorbonne, aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux bleus comme l'acier trempé, était venu en invité pour animer un débat post-spectacle. Martin jouait Créon, le tyran brisé. Et dans sa tirade finale, quand il maudissait les dieux pour avoir volé son fils, sa voix se brisa sur un sanglot vrai. Trop vrai. La salle retint son souffle. Et Lucas, au premier rang, sentit une flèche le transpercer. Après la pièce, dans les couloirs humides du théâtre lycéen, Lucas l'aborda. Ton crayon. Il n'était pas en carton.
Il vivait. Martin rougit. Balbutia un merci. Mais leurs mains s'effleurèrent en serrant la sienne. Et ce fut comme une étincelle dans la poudre. Ils parlèrent tard. De Sophocle à Sartre. De Paris la nuit à l'amour interdit des tragédies grecques. Lucas, fils d'un professeur d'université et d'une galeriste, portait en lui une assurance héritée. Mais aussi une fragilité, il avait fui un coming-out familial houleux 2 ans plus tôt. Et depuis, il cherchait un refuge dans les mots. Leur première nuit ensemble fut un ouragan doux. Dans l'appartement exigu de Lucas près de Saint-Germain. Les corps s'entrelacèrent avec une urgence pudique. Les souffles mêlés au murmure de « je t'aime » balbutiaient comme des prières. Martin découvrit l'amour physique. Cette danse des peaux qui effaçait les ombres. Et Lucas, en lui, trouva un écho à sa propre solitude. Claire, apprenant leur liaison, les invita à dîner à un coq au vin mijoté avec amour et observa. Un sourire en coin. Comment les regards de ces 2 jeunes hommes se nouaient comme des vignes. Mais le bonheur, à Paris, est un mirage qui s'effiloche au vent. Les ombres du passé de Martin planaient encore. Invisibles mais pesantes. Prêtes à fondre sur eux comme une averse d'été. Et Lucas, avec son ambition théâtrale grandissante, ignorait que la révélation viendrait. Un jour, les frapper de plein fouet. Les matins suivants furent tissés de lumière filtrée par les rideaux de dentelle. Où Martin s'éveillait dans les bras de Lucas. Le cœur gonflé d'une joie presque douloureuse. Paris. Cette amante capricieuse. Leur offrait ses ruelles en guise de sanctuaire, promenade le long de la Seine au crépuscule. Quand les péniches glissaient comme des rêves paresseux, cafés enfumés du Montparnasse où ils débattaient de Beckett jusqu'à l'aube, et ses nuits volées dans des cinémas d'essai. Où les films de Fassbinder les enveloppaient d'une mélancolie partagée. Lucas était un feu d'artifice, charismatique. Avec une voix grave qui commandait l'attention. Et des mains précises qui traçaient des scénarios sur des carnets froissés. Il rêvait d'une pièce qui secourait les planches du théâtre du Rond-Point. Une œuvre sur l'identité fluide. Inspirée par les poètes maudits comme Rimbaud. Martin, plus introspectif, apportait la chair à ses os, ses souvenirs d'enfance. Ces fragments de douleur qu'il transmutait en dialogue poignant. Ensemble, ils écrivaient Écho brisé. Une pièce semi-autobiographique où un jeune homme, exilé de son foyer, trouve la rédemption sur scène. Claire, de son perchoir dans l'appartement de la Bastille, observait leur idylle avec une tendresse mêlée d'inquiétude. L'amour est beau. Mes garçons. Mais il faut le protéger comme un feu fragile, leur disait-elle en servant des tisanes à la verveine. Elle avait vu trop de cœurs se briser dans sa longue vie de nounou, des enfants confiés à des familles froides. Des amours fugaces étouffés par la société. Pour Martin, elle était plus qu'une mère, elle était la gardienne de ses secrets. Celle qui avait recousu ses plaies avec des fils de patience infinie. Pourtant, les fissures apparurent subtilement, comme des craquelures sur une porcelaine fine. Lucas, absorbé par ses études et ses auditions, manquait parfois leur rendez-vous, prétextant une répétition ou un cours imprévu. C'est pour nous, Martin. Pour notre avenir, insistait-il. Ses yeux bleus évitant les tiens. Martin hochait la tête. Mais une ombre de doute s'insinuait, était-il assez? Ce garçon aux cicatrices invisibles? Ses nuits devinrent hantées par des rêves où son père revenait. Non plus en furie, mais en reproche silencieux, tu n'es rien sans moi. Un soir d'hiver. Sous une pluie battante qui transformait les boulevards en fleuves noirs. La première tempête éclata. Ils se disputaient pour une broutille, un billet de train non réservé pour un festival à Avignon, mais les mots s'envenimèrent vite. Tu vis dans le passé. Martin. Laisse tes fantômes au placard, lança Lucas. Sa voix tranchante comme un rasoir. Martin recula. Le souffle coupé.
Et toi? Tu fuis. Tu n'as jamais demandé qui j'étais vraiment avant Claire. Les larmes jaillirent. Et Lucas, repentant, l'attira contre lui. Pardon? Mon amour. Je t'aime tel que tu es. Ils firent l'amour ce soir-là avec une ferveur désespérée. Comme pour sceller une paix fragile. Mais le destin, ce marionnettiste cruel, avait d'autres fils à tirer. Au printemps suivant, alors que Écho Brisé remportait un prix mineur au Festival d'Avignon ou une bourse modeste qui les fit exulter dans les bras l'un de l'autre, une lettre arriva. Élise, la mère de Martin, l'avait retrouvée par un coup de chance, une adresse glanée dans un dossier scolaire ancien, transmise par une assistante sociale compatissante. L'enveloppe, cachetée d'un timbre fané, contenait une photo jaunie, Martin à 8 ans. Sur les genoux de sa mère dans un jardin public. Riant aux éclats. Mon fils chéri, écrivait Élise d'une plume tremblante. Ton père est mort. Cancer. Il a emporté ses regrets avec lui. Mais moi, je vis encore. Pardonne-moi. Reviens. Les mots dansèrent devant les yeux de Martin comme des spectres. Il relut la lettre 100 fois. Le cœur en lambeaux. Lucas, lisant par-dessus son épaule, murmura, c'est ton choix. Mais souviens-toi, le passé n'est pas une maison. C'est un fantôme. Claire, informée, posa une main ferme sur son épaule. Va voir. Mon petit. Mais emporte ton armure. Le retour au bercail fut un pèlerinage amer. L'appartement haussmannien du Marais, autrefois un palais d'enfance, n'était plus qu'une coquille vide, meuble recouvert de draps. Silence pesant comme un linceul. Élise vieillit prématurément. Les cheveux blancs en bataille. Ouvrit la porte avec des yeux rougis. Martin souffla elle. Et ils s'enlacèrent dans un sanglot partagé. Les heures devinrent un torrent de confessions, Pierre. Le père n'avait jamais pardonné. Mais sur son lit de mort, il avait murmuré, dites à mon fils que je l'aimais. À ma façon. Élise pleura pour les années perdues. Pour les nuits où elle avait caressé l'oreiller vide de Martin, se maudissant sa lâcheté. Martin rentra chez Claire transformé. Plus léger mais plus vulnérable. Lucas l'accueillit avec une tendresse renouvelée. Et leur amour fleurit à nouveau. Nourri par cette catharsis. Ils peaufinèrent Écho Brisé. Intégrant des bribes de cette réconciliation, une mère repentante sur scène. Un fils qui pardonne sans oublier. La pièce fut sélectionnée pour une saison au théâtre de la ville. Un tremplin vers la gloire modeste du off parisien. Les répétitions devinrent leur bulle. Où les baisers volés entre deux répliques scellaient leur pacte. Pourtant, sous la surface idyllique, un courant sombre montait. Lucas, grisé par les échos flatteurs des critiques, commença à fréquenter des cercles plus huppés, soirées chez des mécènes du 7e. Où champagne coulait et ambition se nouait. Il rentrait tard. Imprégné d'un parfum étranger. Et Martin, sentant l'écart se creuser, se repliait dans ses croquis solitaires. C'est temporaire, jurait Lucas. Mais ses yeux trahissaient une fin nouvelle, celle de la reconnaissance. Qui ronge comme un acide. Claire, sentant le vent tourner, prit Martin à part un après-midi ensoleillé dans le jardin des Tuileries. Ils s'assirent sur un banc, face aux fontaines murmurantes. L'amour vrai ne fuit pas les ombres. Mon fils. Il les affronte. Si Lucas te blesse, souviens-toi, tu es plus que ton histoire. Tu es une étoile. Martin hocha la tête. Mais le doute s'était insinué. Venimeux. La trahison frappa comme un éclair en plein cœur de l'été.
Martin. Revenant d'une répétition anticipée. Surprit Lucas dans un café branché de Saint-Germain. Les lèvres collées à celles d'un acteur rival. Un blond aux traits hollywoodiens nommé Julien. Le monde bascula, le verre de vin que Martin portait se brisa au sol, éclaboussant ses chaussures d'un rouge accusateur. « Lucas » murmura-t-il. La voix un fil tendu. L'autre se leva. Paniqué. « Martin. Ce n'est rien. Une erreur. Mais les erreurs ont des visages. Et celui de Julien. Moqueur. C'est là le verdict. » Martin s'enfuit dans la nuit parisienne, courant jusqu'à l'appartement de Claire, où il s'effondra en un tas de larmes et de rage. « Il m'a trahi. Comme mon père, hurla-t-il. Et Claire, le berçant comme au premier jour, murmura, non. Mon petit. Les hommes trahissent. Mais l'amour vrai renaît des cendres. Les semaines suivantes furent un exil intérieur. Martin annula les répétitions. Se mura dans le silence, hanté par des visions de Lucas suppliant à la porte. Mais Claire, farouche, le traîna jusqu'au théâtre. La scène te guérit. Martin. Elle te rend invincible. Et là, sous les lumières crues, en jouant son propre rôle brisé, il commença à se reconstruire. Écho brisé prit une teinte plus sombre, plus vraie. Et les premiers retours parlaient d'une révélation viscérale. Lucas tenta de se racheter, lettres enflammées. Fleurs fanées sur le pas de la porte. Promesses chuchotées dans l'ombre. Mais Martin, armé par la douleur, refusa. Tu m'as vu comme un rôle. Pas comme un homme, lui dit-il un soir. La voix ferme. Adieu. La porte se referma. Et avec elle, un chapitre. Pourtant, le destin. Ce farceur réservait un dernier tour. Lors d'une avant-première privée, Élise apparut dans la salle, pâle et tremblante, accompagnée d'un homme en costume, un producteur influent, ami de la famille. Elle avait vu l'affiche, reconnu le nom de son fils. « Je suis fière de toi » murmura-t-elle au rideau final. Et Martin, en coulisses, sentit les chaînes se rompre enfin. Mais la vraie tempête couvait encore, prête à éclater sous les projecteurs. L'automne revint à Paris avec sa cape de feuilles rousses et ses pluies fines qui lavaient les boulevards sans effacer les cicatrices. Écho brisé s'était imposé comme un phénomène discret mais tenace au théâtre de la ville, les salles combles. Les critiques élogieuses dans le monde, un cri du cœur queer. Poignant et universel. Et Martin, propulsé au rang de révélation, jonglait entre interviews et répétitions avec une grâce fébrile. Pourtant, sous les applaudissements, son âme saignait encore de la trahison de Lucas. Ce dernier n'avait pas disparu. Il rôdait aux abords du théâtre. Silhouette familière dans la foule des admirateurs. Ses yeux bleus suppliants comme des phares dans la brume. Une nuit. Après une représentation particulièrement déchirante où Martin avait improvisé un monologue sur l'abandon filial, Lucas l'attendait en coulisses. Un bouquet de roses thé à la main. « Laisse-moi t'expliquer » implora-t-il. La voix brisée. Julien n'était qu'un mirage. Une faiblesse d'ego. Toi. Tu es ma vérité. Martin. Encore en sueur sous son costume froissé. Sentit son cœur vaciller. Les souvenirs affluaient, leur rire dans les parcs enneigés. Les nuits où Lucas lisait du Verlaine à voix haute. Sa tête sur l'oreiller. La vérité, rétorqua-t-il. Amer. La tienne est égoïste. Tu m'as utilisé pour ta pièce. Pour ton ambition. Les mots blessèrent Lucas comme des lames. Et il s'effondra à genoux.
Les larmes coulant librement. Pardonne-moi. Martin. Je t'aime. Sans toi. Je ne suis qu'un script vide. Claire. Surgissant des ombres comme une sentinelle. Intervint. Laissez-le. Jeune homme. Vous avez semé le vent, récolté la tempête. Elle entraîna Martin dehors. Dans la nuit piquetée d'étoiles. Et ils marchèrent jusqu'à la Seine. Où les eaux noires absorbaient les lumières des ponts. L'amour n'est pas une chaîne? Mon fils, murmura-t-elle. C'est un oiseau. S'il veut rester, il le fera sans cage. Les jours suivants furent un tumulte intérieur. Martin reprit les répétitions. Infusant dans son rôle une vulnérabilité nouvelle. Celle d'un homme qui pardonne sans oublier. La pièce évolua, une scène ajoutée où l'amant repentant confronte son égoïsme. Miroir cruel de leur histoire. Les critiques saluèrent l'audace. Mais Martin savait que c'était catharsis. Non artifice. Élise. Désormais une présence régulière en salle. L'applaudissait avec des yeux humides. Et leur dîner sporadique dans des brasseries du Marais aux nappes à carreaux tissait un fil ténu de réconciliation. Ton père. Il regrettait, confiait-elle. Il n'avait pas les mots. Mais son silence était un cri. Pourtant. Le conflit s'envenimait ailleurs. Le producteur que Élise avait introduit. Un certain Henri Duval. Un homme aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. Flairait le filon. Cette pièce a du potentiel commercial, déclara-t-il lors d'une réunion dans un salon feutré du Ritz. Mais il faut la polir, atténuer les éléments trop crus. Ajouter une romance hétéro pour équilibrer. Martin se raidit. Sentant l'âme de l'œuvre se diluer sous ses mots aseptisés. Lucas. Invité par Henri comme consultant ou une manœuvre perfide pour les rapprocher. Renchéri, c'est pour la visibilité. Martin. Pense à ton public. La trahison revint. Sous un voile de pragmatisme. Tu recommences, accusa Martin. Les poings serrés dans le café où ils se disputaient. Sous le regard indifférent des serveurs. Tu vends mon âme pour un cachet. Lucas pâlit. Non. Je protège notre rêve. Le théâtre est un business. Pas un confessionnal. Les mots s'enchaînèrent en une avalanche, accusation d'égoïsme. De lâcheté. De peur refoulée. Martin quitta le café en claquant la porte. Le cœur en miettes. Et cette fois. Il bloqua le numéro de Lucas. Érigeant un mur de silence. Seul avec Claire. Il sombra dans une mélancolie profonde. Les nuits devinrent des veilles solitaires. Où il arpentait l'appartement. Feuilletant d'anciens carnets de dessins ces garçons enlacés qui, jadis, avaient scellé son exil. Claire, inquiète, l'emmena en escapade à Marseille. Sa ville natale. Pour respirer l'air du large. Là, sous le soleil impitoyable du vieux port. Face aux pêcheurs criant leurs prises et aux vagues léchant les quais. Elle lui raconta son propre secret, un amour de jeunesse avec une femme. Étouffée par la famille. Un fantôme qu'elle portait comme une médaille cachée. J'ai fui. Martin. Et j'emporte les regrets. Toi. Affronte. Sur scène. Dans la vie. Ce voyage fut un baume. De retour à Paris. Martin réécrivit la pièce en secret. La rendant plus radicale, une confrontation finale où le protagoniste rejette le pardon facile. Choisissant l'authenticité au prix de la gloire. Henri Duval. Apprenant les changements. Fulmina, c'est du suicide artistique. Sans compromis. Pas de Broadway. Mais Martin. Galvanisé. Répondit, ce n'est pas Broadway. C'est Paris. Et ici, l'art saigne.
Le chaos trao survint lors de la générale. Une soirée électrique où la salle bruissait d'un public trié sur le volet, critique. Mécène. Et incognito. Lucas au troisième rang. La pièce déroula ses actes comme une messe noire, l'enfance brisée. L'amour traître. La rédemption forgée dans la solitude. Au climax. Martin. Seul sous un projecteur isolé. Prononça le monologue inédit, « Je ne suis pas votre monstre. Père. Ni votre rôle. Amant. Je suis Martin. Et ma voix est ma vengeance. » La salle explosa en un silence assourdissant. Puis en applaudissements frénétiques. Mais en coulisses. L'orage éclata. Lucas surgit. Les yeux fous. C'était magnifique. Et cruel. Tu m'as tué sur scène. Martin. Encore vibrant d'adrénaline. Le toisa. Non. Tu t'es tué toi-même. Henri. Furieux. Annula le financement, trop risqué. Cette queer rage ne vend pas. Élise. Témoin muet. Murmura, fils. Tu as gagné ta liberté. Seul dans la nuit. Martin ira jusqu'à l'appartement de Claire. Où elle l'attendait avec un thé fumant. Et maintenant, demanda-t-elle. Il sourit. Pour la première fois depuis des semaines. Maintenant. On recommence. S'enchaîne. Pourtant. Le destin réservait un twist final. Un écho du passé qui forcerait la confrontation ultime. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul de givre. Enveloppant la ville dans un silence ouaté qui étouffait les cris intérieures. Écho brisé. Malgré le retrait d'Henri Duval. Survécu par la grâce d'une campagne de crowdfunding fulgurante, des milliers de signatures en ligne. Des donateurs anonymes clamant l'art libre ou rien. Transformant la pièce en symbole de résistance queer. Martin. Auréolé de cette victoire amère. Se lança dans une tournée modeste, Lyon. Bordeaux. Puis Marseille. Où Claire l'accompagnait comme une ombre bienveillante. Tricotant dans les loges pendant qu'il déversait son âme sur les planches. Mais la gloire naissante attira les vautours. Les médias. Flairant le scandale. Déterrèrent l'histoire enfouie, un article dans Libération. Titré de l'exil enfantin à la révolte scénique, le parcours d'un fils renié. Les détails suintaient comme un poison, l'expulsion à 10 ans. Les dessins confisqués. Le silence d'une mère. Élise. Interviewée à contre-cœur. Versa des larmes publiques, j'ai failli à mon devoir. Mais mon fils est un phénix. Martin. Apprenant la publication lors d'une escale à Lille. Sentit la nausée monter. Ils ont volé mon histoire, confia-t-il à Claire dans un train brinque-ballant. Elle serra sa main. Non. Mon petit. Ils l'ont libérée. À toi de la reprendre. Lucas. De son côté. Sombrait. Écarté de la production. Banni des cercles qu'il avait courtisés. Il errait dans Paris comme un fantôme. Hanté par les répliques qu'il avait lui-même écrites. Julien. Son erreur passagère. L'avait quitté pour un autre. Le laissant avec un appartement vide et des dettes de regret. Une nuit. Ivre de vin rouge et de solitude. Il composa le numéro de Martin. Laissé ouvert par inadvertance. Je suis désolé, bredouilla-t-il dans le répondeur. Ta pièce m'a brisé. Et c'est justice. Mais sans toi. Je suis perdu. Le message? Effacé d'un geste rageur le lendemain. Plana comme un présage. Le vrai conflit culmina à Marseille. Lors d'une représentation sold out dans un théâtre portuaire aux murs imprégnés d'iode et de sel. La salle? Bondée de marins en permission et d'artistes bohèmes.
vibrait d'anticipation. Martin. En coulisses. Ajustait son col. Le cœur battant la chamade. Claire. Pimpante dans une robe fleurie. L'embrassa sur les joues. Brille. Mon étoile. Mais au lever de rideau. Un murmure parcourut la foule, Pierre. Le père de Martin. N'était pas mort. L'article avait exhumé un mensonge, Élise. Dans sa confusion. Avait confondu avec un oncle. Pierre vivait. Reclus dans une banlieue lyonnaise. Rongé par la maladie et la culpabilité. La nouvelle frappa Martin comme un coup de poignard pendant l'entracte. Élise. Arrivée inopinément. Le prit à part dans les loges. Le visage décomposé. Il veut te voir. Il a lu l'article. Pardonne-lui. Ou non. Mais va. Le monde chancela. Martin acheva la pièce dans un état second. Sa voix rauque de fureur contenue. Transformant le monologue final en un hurlement primal qui laissa la salle pantelante. Applaudissements ou pas. Il s'effondra en coulisses. Claire le soutenant comme un arbre pli sous la bourrasque. Le lendemain. Ils prirent la route pour Lyon. Un périple de 3 heures sous un ciel plombé. Claire conduisait la vieille Citroën. Ses mains noueuses sur le volant. Tandis que Martin, muet, fixait l'horizon. Et si je ne peux pas pardonner, murmura-t-il enfin. Elle haussa les épaules. Le pardon n'est pas pour lui. Mon fils. C'est pour toi. Pour poser le fardeau. La maison de Pierre était une bicoque modeste en briques rouges. Entourée d'un jardin envahi par les ronces. L'homme qui ouvrit la porte n'était plus le colosse enragé de ses souvenirs, voûté. Le visage ravagé par la chimiothérapie. Les yeux chassieux d'un ver fané comme le sien. Martin souffla-t-il. Et le temps suspendit son vol. Ils s'assirent dans un salon aux meubles usés. Une théière fumante entre eux comme une trèfle fragile. Pierre parla d'une voix éraillée, les nuits d'insomnie hantées par le claquement de la porte. Les lettres non envoyées. La honte qui l'avait rongé plus que le cancer. J'étais un lâche. Ta mère m'a quitté pour ça. J'ai cru que Dieu me punissait. Martin écouta. Les poings serrés sur ses genoux. Les mots du père ricochant comme des balles sur son armure. Tu m'as jeté comme un rebut, lâcha-t-il enfin. La voix tremblante. À 10 ans. Pour des dessins. Pierre baissa la tête. Des larmes coulant sur ses joues parcheminées. Je ne comprenais pas. La peur. Elle avale les hommes. Claire, silencieuse dans l'ombre, posa une main sur l'épaule de Martin. Un ancrage muet. Le pardon ne vint pas ce jour-là. Martin partit sans un au revoir chaleureux. Mais avec un « je réfléchirai » qui était déjà une fissure dans le mur. Sur la route du retour. Il pleura comme un enfant, libérant des années de poison. Merci. Claire, murmura-t-il. Sans toi. Je serais mort dedans. De retour à Paris. La pièce atteignit son zénith, une saison prolongée. Des invitations internationales. Mais Lucas revint. Plus déterminé. Il avait écrit une lettre. Remise par Élise lors d'un dîner familial improvisé, « Je ne mérite pas ton pardon. Mais je le quémande. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. » Martin. Adouci par sa propre vulnérabilité naissante. Accepta un café prudent. Dans un bistrot du Marais. Sous les yeux curieux des habitués. Ils parlèrent des heures, des erreurs. Des peurs. Des rêves brisés. Lucas avoua sa thérapie. Ses nuits à relire leur scénario pour y trouver la vérité perdue. Tu m'as sauvé en me quittant, confia-t-il. Leur réconciliation fut lente. Comme un vin qui mûrit,
Des dîners platoniques d'abord. Puis des mains effleurées. Des baisers hésitants qui rallumaient les braises. Martin. Prudent. Impliqua Claire, qu'en penses-tu? Elle rit. Un son rauque et joyeux. Si son cœur est vrai. Donne-lui une chance. Mais garde les yeux ouverts. Pourtant. Le destin. Jaloux. Ourdit un dernier complot. Henri Duval. Rancunier. Lança une rumeur, Martin plagiait Lucas. L'œuvre n'était qu'une manipulation pour le discréditer. Les tabloïds s'emparèrent du scandale. L'amour queer, trahison au génie. Et la troupe se fissura. Les acteurs murmurèrent. Les salles se vidèrent. Martin. Accusé injustement. Affronta Lucas, est-ce toi? L'autre jura non. Les yeux fous de douleur. Je te défendrai jusqu'au bout. Le chaos final se profila, une confrontation publique. Sur scène. Où vérité et mensonge s'affronteraient sous les lumières. Le printemps fleurit à Paris en une explosion de lilas et de magnolias. Masquant à peine la tempête qui couvait. Le scandale gonflait comme une marée noire, article venimeux dans le Figaro. Tweets assassins accusant Martin de vol intellectuel. Et Henri Duval? En coulisses. Tirant les ficelles avec un sourire de requin. La troupe. Loyale mais ébranlée. Répétée dans une atmosphère lourde. Les rires forcés masquant les doutes. Martin. Au centre de l'ouragan. Puisait sa force dans les yeux de Lucas. Redevenu complice. Et dans la présence inébranlable de Claire. Qui tricotait des écharpes comme des talismans contre le mal. Nous allons contre-attaquer sur scène, décida Martin lors d'une réunion nocturne dans l'appartement de Claire. Entouré de café noir et de manuscrits froissés. Une version finale. Où je raconte tout, l'expulsion. La trahison. La rédemption. Et toi? Lucas? Tu joueras l'amant repentant. Pas de fiction, la vérité. Lucas pâlit. Puis hocha la tête. Un feu nouveau dans les yeux. Pour nous. Claire? Observant du coin de la pièce. Approuva d'un signe, c'est courageux. Mes garçons. Mais le monde mord les audacieux. La générale fut fixée au théâtre du Châtelet. Une arène prestigieuse prêtée par un metteur en scène allié. Les invitations partirent, critiques. Élise. Pierre convalescent mais déterminé à venir. Et même Henri. Piégé par une fausse promesse de compromis. La nuit de la première. Paris bruissait d'un bourdonnement électrique, file d'attente sous la pluie fine. Flash de photographes. Murmure de scandale ou chef-d'œuvre? Martin. En coulisses. Ajustait son costume ou une chemise blanche immaculée. Symbole de pureté reconquise tandis que Claire lissait ses cheveux d'une main tremblante. Je suis fier? Mon fils. Quoi qu'il arrive. Le rideau se leva sur un silence de cathédrale. La pièce. Rebaptisée Vérité exposée. Déroula ses actes comme une confession publique, l'enfance brisée par un père enragé. Incarné par un acteur massif aux yeux hantés, l'amour naissant avec Lucas. Joué avec une vulnérabilité crue qui arrachait des sanglots à la salle, la trahison. Mise en scène comme un coup de poignard lent. Avec des ombres projetées sur les murs comme des spectres. Puis. Le twist au climax. Martin brisa le 4e mur. Descendant de scène. Micro en main. Il s'adressa directement au public. Ce n'est pas une fiction. À 10 ans. Mon père m'a chassé pour ses dessins d'amour interdits. Lucas? Ici présent. M'a trahi pour l'ambition. Et Henri Duval? Au 5e rang. A fabriqué ce mensonge pour me détruire. Un hoquet collectif parcourut la salle. Pierre? Au 1er rang.
Se leva. Le visage ruisselant, mon fils. Pardonne-moi. Élise. À ses côtés. Joignit ses mains en prière. Henri. Blême. Tenta de se lever. Mais des huées le clouèrent à son siège. Lucas. Sur scène. Prit la main de Martin, j'ai péché. Mais j'aime. Vraiment. Et Claire. Invité à monter. Apparut comme une déesse ex machina, la nounou au chignon gris. Enveloppant Martin dans ses bras sous les projecteurs. C'est moi qui l'ai sauvé. Ce petit. Pas les dieux. Pas les hommes. Juste l'amour simple d'une vieille femme. La salle explosa, applaudissements tonitruants. Larmes collectives. Un cri unanime de vérité. Les critiques. Conquis. Titrèrent le lendemain, un coming-out théâtral qui ébranle Paris. Henri. Discrédité. Se retira dans l'ombre. Son empire de rumeurs effondré. Pierre et Élise. Réconciliés par ce baptême du feu. Invitèrent Martin à un dîner familial, un pas timide vers une guérison collective. Les jours suivants furent un tourbillon de lumière. Vérité exposée s'exporta à Londres. New York. Même Broadway ou ironie du sort. Là où Henri avait rêvé de compromis. Martin et Lucas. Unis dans cette victoire, apprirent à aimer sans chaîne, des voyages en Provence chez Claire. Des nuits à écrire de nouveaux scénarios. Des corps enlacés sans peur. Tu es mon encre, murmurait Lucas. Et Martin répondait, et toi? Mon horizon. Claire, la matriarche discrète, observa leur bonheur avec un sourire ridé. Un soir d'été. Sur la terrasse de son appartement. Face aux lumières de la Bastille. Elle confia, j'ai eu mon tour. Autrefois. Une amour avec une femme. À Marseille. J'ai fui. Mais en te sauvant. Je me suis sauvé. Martin l'embrassa sur le front. Tu es notre famille. Claire. Pour toujours. Le rideau final tomba sur une note humaniste, non pas un happy end mièvre. Mais une affirmation que les blessures forgent les âmes. Martin. Des années après son exil. Avait transformé la douleur en art. La trahison en leçon. L'amour en phare. Paris. Témoin indifférent. Continua son ballet éternel. Mais pour lui, la ville des Lumières brillait enfin de l'intérieur. Et sur scène. Des années plus tard. Quand il raconta cette histoire à un public conquis. Claire à ses côtés. Un panneau discret flottait, vérité oubliée. Non. Plus oubliée. Révélée. Pour toujours.